On m'a confié en tout cas le soin, c'est un honneur pour moi, de présider cette deuxième table ronde. J'ai presque envie de dire que je ne sais pas exactement pourquoi je suis ici, mais il se trouve quand même que la première table ronde nous a plus qu'ouvert l'appétit, évidemment, avec un cadrage et beaucoup de substance sur ces questions, dont je suis heureux de constater d'ailleurs qu'elles permettent de réunir les universitaires, des chercheuses, chercheurs, le monde de la pratique juridique d'un certain point de vue. Et ça me fait penser au très, très beau livre de Matthew Crawford qui s'appelle L'éloge du carburateur et qui nous oblige évidemment à penser que la pensée sans l'action ne vaudrait pas grand-chose, mais celles et ceux qui agissent savent qu'ils et elles ont besoin d'un substrat théorique. Alors, les choses tombent bien puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés des panélistes qui se promènent dans leurs activités assez souvent, ou qui se sont promenés entre des réflexions assez théoriques et des éléments beaucoup plus concrets ou pratiques. Alors, la deuxième table ronde, que j'ai donc le plaisir d'animer, porte sur la protection des biens communs culturels et archéologiques. Alors, culturel, vous voyez à peu près déjà le programme. Tout ce qui m'est venu je serai très bref sur la présentation, comme réflexion depuis la première table ronde, a quelque chose à voir avec l'irréductibilité de la place du discours, de sa localisation. D'ailleurs, Noé a très bien évoqué ces questions-là. Il faut toujours qu'on s'interroge, me semble-t-il, non seulement sur l'endroit depuis lequel on parle, mais sur cette idée que le droit lui-même, tel que l'Occident le conçoit, rend peut-être pas si simple que ça l'appréhension des communs. Et à certains égards, ce que Philippe Descola décrit, notamment dans Par-delà nature et culture, mais aussi dans d'autres écrits, est très singulier. C'est-à-dire que nous parlons, nous, depuis une coupure à partir de laquelle on pense le droit. Alors quand on est ici réunis pour parler des communs, évidemment, la question du dépassement de cette coupure, ou même de l'endroit depuis lequel on va l'appréhender, est quelque chose de difficile. Et les polarisations, les effets de dualisme, le face-à-face dont parlait Noé, mais aussi tout simplement quand on s'interroge à la distinction très profonde entre le matériel et l'immatériel, en matière de protection du patrimoine, par exemple, tout ça devrait nous renvoyer, à mon avis, à beaucoup d'humilité d'abord, et devrait nous conduire à nous demander qui tient la plume, y compris lors de la rédaction des conventions internationales, par exemple. Et puis il y a autre chose qui m'a marqué, mais je le dirai en une phrase, quand notre présidente et puis d'autres personnes ont évoqué la question de la démocratie. Alors, c'est pas comme René Char avec la culture, ça ne me donne pas envie de sortir mon revolver, évidemment, loin de là, mais juste une remarque. Dans la question de la propriété et son essentialisation, la question des droits et libertés, le Conseil constitutionnel a souvent utilisé, depuis qu'il existe, l'argument de la nature des choses, d'un certain point de vue, ou de l'absence de dénaturation. Je crois que le juge administratif doit s'interroger, au-delà de la dimension sémantique, sur ce que dénaturer ou pas veut dire, même les garanties autour des libertés ou de la propriété. Et juste en un mot, je crois que si on ne perd pas de vue le fait que les démocraties représentatives sont nées dans l'obscur giron de la révolution thermo-industrielle, on comprendra mieux pourquoi ce qu'on appelle, nous, la pratique de nos droits et libertés va nous heurter à des difficultés, vous voyez ce que je veux dire, dans la redéfinition des modalités de mise en œuvre, par exemple. Donc la question du curseur, mesdames et messieurs les magistrats administratifs, bon courage. Bon courage à vous. Mais on a vocation, paraît-il, à participer à la grande fête intellectuelle de la réflexion commune autour de ces questions-là. Ayant fait cette introduction maladroite et brève, je vais avoir le plaisir d'accueillir successivement donc 3 panélistes. Vincent Négri, que je connais, parfois les colloques sont aussi l'occasion de se retrouver, qui est chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique, à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Beaucoup parmi vous doivent connaître ces nombreux et très riches travaux qui portent sur le droit international et le droit comparé de la culture et du patrimoine, y compris par vent contraire ou par temps troublé, si je puis dire, quand on connaît tes travaux. Il est engagé dans des travaux interdisciplinaires entre droit, anthropologie et philosophie, ce qui est très intéressant à propos d'une certaine inclusivité qu'il nous faut intégrer ici. Il a dirigé la recherche sur archéologie et biens communs, figure de la propriété du préjudice écologique dans le cadre de l'IERDJ. Et bien sûr, j'en profite, je l'ai fait beaucoup trop tard, pour remercier, dans le sillage de ce qui a déjà été dit, toutes les personnes qui ont œuvré à cette rencontre. Et puis, il est vrai, puisqu'on parlait de la théorie et de la pratique, que Vincent intervient comme expert auprès de l'UNESCO et d'autres organisations internationales. Vous voyez, ce couplage, il faut toujours le garder à l'esprit, me semble-t-il. Et ce que je vais peut-être faire, c'est
alors j'hésite à présenter les 3 panélistes immédiatement ou à les présenter au fil de la parole donnée. Je pense que, comme nous sommes tenus par le temps et que je serai le sinistre gardien de l'horloge, il est peut-être bon que je laisse pour un temps compact à Vincent le soin d'entrer dans la danse, si je puis dire, avec une intervention intitulée « La protection du patrimoine culturel, bien commun et bien public mondial ». Merci à toi, Vincent. Merci beaucoup, Laurent, de ces mots d'introduction, et je m'associe aux remerciements qui ont été formulés précédemment. C'est un plaisir de se retrouver ici autour de cette réflexion sur les biens communs. Donc, une réflexion maintenant portée sur la question du patrimoine culturel, dont Marie a rappelé tout à l'heure que c'est un mot peu confortable. Et donc, je vais essayer effectivement de montrer effectivement que voilà, il y a effectivement une forme d'inconfort quand on investit la figure du patrimoine culturel, surtout si on la conjugue avec la double entrée bien commun et bien public mondial. Et à bien des égards, je dirais qu'aborder ces 2 notions de manière frontale est une gymnastique un peu osée, parce que c'est un grand écart finalement, dans la mesure où l'une résonne assez fortement dans les droits internes et l'autre prend ses marques dans le droit international. Alors effectivement, je pourrais partir sur 2 axes, bien commun d'un côté et bien public mondial de l'autre, mais ce serait une forme de facilité, parce que finalement, les trajectoires normatives de ces 2 notions ne sont qu'apparentes. L'une et l'autre semblent partager une même lutte contre l'exclusivisme, celui du droit de propriété dans les énoncés du Code civil, celui de la souveraineté dans une société internationale dont l'équilibre, dont il a été rappelé l'instabilité actuelle, repose sur la fiction de l'égalité souveraine des États, à telle enseigne qu'on a pu considérer que les attributs de la souveraineté de l'État sont le déport à une autre échelle du droit de propriété des individus. Autrement dit, c'est ce qu'on observe dans le droit international, c'est que chaque État consent à respecter les limites que la souveraineté des autres trace à la sienne. Et vous voyez bien effectivement le parallèle qu'il peut y avoir avec l'exercice du droit de propriété. Gardons-nous des apparences également, puisque dans le champ de la culture, les trajectoires distinctes entre ces 2 notions n'est sans doute qu'un artifice. L'une et l'autre entretiennent une relation, soit une relation de filiation, soit une interaction compliquée avec un concept qui est dans un angle mort en quelque sorte, et que je vous propose quand même de travailler, qui est le concept de patrimoine commun. Alors, plutôt que d'articuler mon propos donc sur une notion après l'autre, je vais tenter de tisser quelques mailles avec vous d'une réflexion sur cette notion de patrimoine commun et voir comment est-ce qu'elle inspire et comment est-ce qu'elle joue en quelque sorte avec la question des biens communs et des biens publics mondiaux dans le domaine, bien évidemment, de la culture. Alors, cette notion de bien public mondial qui a été réactivée par l'UNESCO en 2022, j'y reviendrai tout à l'heure, est assez étrange à bien des égards. Et en fait, elle capte le vocabulaire de la domanialité publique pour le colorer d'un attribut de communalité, si je m'appuie sur les travaux de Judith Rochefeld. Et donc, cette communalité, elle dériverait de l'adjonction d'un épithète, qui est l'épithète mondial, et qui fait écho, bien évidemment, à ce qu'écrivait Jean-René Dupuy en 1991 à propos des usages du concept de patrimoine commun dans son ouvrage sur l'humanité dans l'imaginaire des nations, qui collecte ses cours au Collège de France. René Jean Dupuy écrit « Il est toujours délicat de transposer dans le droit international une théorie du droit interne, celle du domaine public a une signification technique, alors que le patrimoine commun repose sur une valeur mystique et plus précisément messianique. » Et donc, il poursuit en disant que finalement, le patrimoine commun relèverait d'un mythe prophétique dans lequel l'humanité placerait ses espérances cardinales. Et il prolonge en disant que, je vous rappelle, nous sommes en 1991, l'humanité n'étant pas seulement celle des contemporains et étant déjà porteuse de ceux qui viendront, le droit l'a vue comme une donnée en formation continue. Voilà pourquoi, si tous ceux qui composent l'humanité ont intérêt à affronter au mieux les questions que lui posent le présent et l'avenir, les peuples qui souffrent des temps actuels et attendent de demain la fin de leur misère mettent leurs espoirs dans le mythe prospectif à la base du patrimoine commun. Ce mythe prospectif, quel est-il? Il n'est pas autre chose que ce qu'Arvid Parvaux, représentant de Malte auprès des Nations Unies, tracé en 1967 dans
dans son intervention au sein de la première commission appelée à examiner le statut des mers et des océans. Et finalement, Arvid Parvou, après avoir rappelé que les nouvelles techniques et l'océanographie ont révélé la possibilité d'exploitation des ressources insoupçonnées de la haute mer et de son lit au-delà du plateau continental, il lançait, plus de la moitié de l'humanité se trouve déshéritée, sous-alimentée et sous-développée, et la haute mer est un patrimoine commun de l'humanité. Voilà. C'était lancé. Alors on pourrait voir dans cette affirmation une visée politique, et j'aurais tendance à dire une visée exclusivement politique, eu égard à la personnalité et aux fonctions de son auteur. En fait, il n'en est rien, puisque l'ambassadeur de Malte ne fait que relayer une proposition adoptée quelques mois plus tôt lors de la conférence mondiale pour la paix par le droit, qui se tient à Genève en juillet 1967, qui réunit plus de 2000 juristes et magistrats représentant 127 pays. Et donc, une résolution est adoptée donc par cette commission, enfin, par cette arène de juristes, et dans cette résolution, il est dit, englobant l'ensemble des humains, le concept porte à imaginer la réconciliation de tous les peuples dans la propriété d'un domaine. Et finalement, c'est ce que rappelle René-Jean Dupuy, ainsi s'est édifié un système culturel qui tente à placer l'humanité d'aujourd'hui sous l'emprise progressive de valeurs d'égalité et celle de demain dans la perspective de sa pérennité. Et donc, la consécration juridique à la notion de patrimoine commun s'inscrit dans cette perspective. Et on l'oublie trop souvent, puisque finalement, on ramène très souvent cette notion-là à des questions de propriété ou de souveraineté. L'ambition majeure de cette notion-là est de sauvegarder la paix. Le concept assure une fonction égalitariste et projette une vision universaliste. Mais parce que, comme toujours dans le droit international, au-delà des techniques juridiques, il y a effectivement d'autres questions plus fondamentales qui interviennent. Et sous ce chapeau-là, il y a bien évidemment la sauvegarde de la paix. Peu importe alors que l'expression « patrimoine commun de l'humanité » ne désigne pas littéralement les espaces qu'elle concerne. C'est une entrée par le régime juridique qui opère la désignation. Et le concept ne se déploie pas partout avec la même intensité. De fait, si on regarde les mises en œuvre de ce système de propriété collective, eh bien, on voit qu'il résiste quand même face à certaines réalités, comme l'Antarctique, dont le modèle juridique est de nature oligarchique, puisqu'il est réservé aux seuls États qui ont les capacités d'y accéder et de s'y implanter à des fins scientifiques. Mais finalement, avant d'être chargé juridiquement pour assurer une gouvernance collective, voire supranationale, de certains espaces, le concept de patrimoine commun s'exprime, et s'est exprimé d'abord, dans l'expression d'un débordement des droits des États par la culture et par les arts, et pour nouer ce que Quatremer de Quincy, au début du XIXe siècle, désignait comme une république générale des arts et des sciences, et que nous appellerions aujourd'hui une communauté internationale qui aurait pour visée la protection d'un patrimoine culturel. Et donc, dans son texte, bien évidemment dans les lettres à Miranda, qu'il adresse au général napoléonien, s'instille l'idée d'un patrimoine commun de l'humanité. Sous la plume de Quatremer de Quincy, l'humanité est à la fois l'allocataire et à la fois la finalité. C'est l'humanité du siècle des Lumières. C'est celle de Kant qui pose les ferments d'une communauté humaine, où prévaut l'idée d'une universalité débordant le cadre national, à l'inverse de Rousseau. Et plus tard, au XIXe siècle, ce sera le positivisme d'Auguste Comte, pour qui l'humanité n'est pas un agrégat d'individus, elle constitue une réalité autonome d'ordre distinct et supérieur aux individus qui la composent. Et on voit la résonance qu'il y a dans les travaux de Saleil, notamment sur ce point-là. En regard de ces doctrines sur l'humanité, le patrimoine, ou plutôt le sentiment du patrimoine commun, s'exprime dans l'affliction de la perte. L'anéantissement des monuments et des œuvres d'art dans les guerres signe l'idée d'un patrimoine commun dont l'humanité est brutalement privée. Et on trouve ainsi, sous la plume du juriste allemand Karl Heinrich, une condamnation de l'appropriation des œuvres d'art par Napoléon, qualifiée de crime contre l'humanité. Et il exprime ce sentiment 40 ans après qu'Aimère de Vattel, en sillage de Grotius,
nous rappelle que pour quelques sujets que l'on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l'humanité. Et il prolonge en disant c'est se déclarer ennemi du genre humain. Et donc, dans le droit international, c'est cet intérêt de l'humanité qui va infuser littéralement dans les conventions de La Haye de 1899-1907 qui codifient le droit de la guerre et qui posent un principe d'immunité des monuments et des œuvres d'art dans les conflits. Et donc, c'est sur ce socle, brièvement esquissé, qu'une doctrine juridique va recouvrir le patrimoine artistique des nations par celui de patrimoine commun de l'humanité. Et on trouve cette idée-là une première fois sous la plume de Ripide Fundoukidis, qui était secrétaire général de l'Institut international de coopération intellectuelle dans le système Société des Nations, donc l'ancêtre de l'UNESCO de ce point de vue-là, l'ICI, quand il nous dit, en 1931, une nouvelle conception se fait jour depuis quelque temps et tente à considérer certains monuments d'art comme appartenant au patrimoine commun de l'humanité. Il semble qu'il y ait là en formation un nouveau principe de droit international dans le domaine artistique. Il reprendra cette idée un peu plus tard, en 1938, en disant que les pays détenteurs de ces richesses n'en sont que les dépositaires, ils en restent comptables vis-à-vis de la communauté internationale. Et donc, la notion de bien public mondial, finalement, réactivée par l'UNESCO en 2022, dans la déclaration sur les politiques culturelles et le développement durable, lors de la conférence dite Mondiaculte, 40 ans après qu'était adoptée la première déclaration sur les politiques culturelles. Finalement, donc, cette notion de bien public mondial ranime cette doctrine, mais elle enjambe également la juridicité du patrimoine commun de l'humanité, théorisée lors de la conférence mondiale pour la paix par le droit en 1967. Sur un premier versant, la notion de bien public mondial n'est pas une curiosité que la nouveauté rendrait originale. Cette notion était déjà au cœur des travaux du Programme des Nations Unies pour le développement à la fin des années 1990, et elle a donné lieu à la publication d'un rapport en 1999 sous la direction de 3 économistes, Inge Paul, Isabelle Grambert et Marc Stern. Je cite le rapport en français, « Les biens publics mondiaux, la coopération internationale au XXIe siècle ». Et donc, les biens publics mondiaux sont entre les mains ou seraient entre les mains des économistes. La présentation de l'ouvrage trace l'ambition poursuivie, puisqu'il s'agit de fournir des clés pour identifier les principales défaillances des marchés et les principaux champs de l'action collective internationale, pour identifier les externalités positives et négatives. Je m'arrête là dans la citation. Donc, finalement, l'inclusion de la culture comme bien public mondial en 2022 peut aussi être analysée comme l'apogée ou le point d'inflexion d'un processus amorcé au début des années 2000, où la question de la diversité culturelle et des biens et services culturels est réglée au prisme de l'économie. Je vous renvoie à la Convention UNESCO de 2005 ou à celle de Faro de 2005 également, Convention du Conseil de l'Europe, qui qualifie le patrimoine culturel de ressource. Sur un autre versant, le recours à la notion de bien public mondial procède d'une élision, car il n'est pas avéré, loin s'en faut, que le bien public, quand bien même serait-il orné de l'épithète mondial, soit sur la même trajectoire que celle du patrimoine commun. Dans le domaine de la culture, le patrimoine commun n'est pas assorti d'un véritable statut juridique, bien évidemment. Et on pourrait citer, bien évidemment, toutes les occurrences de la notion de patrimoine commun de l'humanité que l'on voit dans les préambules des conventions UNESCO. Et on pourrait se dire que ce n'est qu'un ordre symbolique, donc incantatoire. Pour autant, finalement, comment les États vont-ils être invités, et j'allais dire même peut-être motivés, mobilisés, à ratifier les conventions UNESCO, si ce n'est finalement en adhérant à cette notion de patrimoine commun de l'humanité. Et donc je vous rappelle que la doctrine du volontarisme dans le droit international présuppose que les États acceptent délibérément d'aliéner une partie de leur souveraineté. Donc à partir de là, cette aliénation, il faut bien qu'il y ait un levain. Et dans le domaine du patrimoine culturel, cette notion de commun de l'humanité n'est pas autre chose que ce levain. Dans le droit international, on peut faire un détour également dans le droit international pénal, puisque finalement le patrimoine commun de l'humanité est présent dans le statut
du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, comme il est présent dans le statut de la Cour pénale internationale adopté en 1998. Et quand vous regardez les jurisprudences, c'est plus que ce que je pensais. Merci Laurent. Et quand on se tourne vers les jurisprudences du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, finalement, je n'en citerai que deux, celle de 2001 dans une affaire, le procureur contre Dario Korkic et Mario Cerquez, où il est dit c'est l'humanité dans son ensemble qui est affectée par la destruction d'une culture religieuse spécifique et des objets culturels qui s'y rattachent. Et en 2004, condamnation de l'auteur des bombardements contre la vieille ville de Dubrovnik, et le juge statue en disant « Ce crime constitue une atteinte à des valeurs spécialement protégées par la communauté internationale ». Ce n'est pas autre chose que ce que met en forme la Cour pénale internationale dans l'affaire Al-Mahdi à propos de la destruction des mausolées Tombouctou, jugée en 2016, et dans l'ordonnance de réparation prise en 2017. Et donc, dans ces affaires-là, finalement, intervient un nouvel acteur, c'est-à-dire les communautés. Finalement, les communautés, elles sont dans un angle mort du droit de la culture. Alors, pas tout à fait, puisque finalement, si on fait un parallèle entre la question d'un droit de l'environnement et d'un droit du patrimoine culturel, on a souvent tendance, parce que ça nous arrange du côté du patrimoine culturel, à se référer à la déclaration de Mexico de Rio de 1992 sur le développement durable, notamment au principe 22 qui met en place le principe de participation. Et puis en 2005, la Convention de Faro, que j'ai déjà citée, nous institue ou définit de ce qu'est une communauté patrimoniale. Et puis on pourrait poursuivre comme ça un catalogue en disant qu'en 2007, il y a la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui aussi installe les communautés, que le protocole de Nagoya parle des communautés, ainsi de suite. Et c'est justement dans cette poussée finalement du droit international que aujourd'hui le commun dans l'intérêt à agir des communautés peut s'installer dans le domaine du patrimoine culturel. Alors, il a été rappelé par Madame la Présidente de la Cour administrative d'appel qui nous accueille aujourd'hui que la question des communautés est toujours délicate dans notre système juridique. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'elle est absente. Alors, sauf qu'on peut quand même relever qu'en 2016, quand on installe le patrimoine culturel immatériel dans le Code du patrimoine, dans la définition même du patrimoine, à l'article L1 du Code, on se rapatrie, enfin, on décide de ne pas définir. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a une définition qui ne définit pas, mais qui renvoie à la définition internationale. Donc, en fait, on fait un pas de côté en disant, allez voir dans l'article 2 de la Convention de 2003. Sauf qu'on intègre la Convention de 2003 dans notre réflexion et dans le Code du patrimoine, et ce qui veut dire effectivement que dans l'article 2, apparaissent les communautés. Un autre exemple, un mois plus tard, est adoptée le 8 août 2016 la loi sur la biodiversité et qui transcrit dans notre droit interne le protocole de Nagoya et que ne voit-on pas apparaître des communautés d'habitants. Donc on voit effectivement quand même que voilà, ça clignote en quelque sorte. Et ça clignote bien évidemment sous la poussée du droit international. Et donc, comme il faut que je conclue, parce que je vois effectivement Laurent qui me fait signe, finalement, pour céder la parole à Catherine Rigambert sur le patrimoine archéologique, une autre expression de cet intérêt commun concernant le patrimoine s'exprime dans la reconnaissance d'un préjudice moral. Et c'est comme ça, effectivement, que finalement, voilà, on le construit, on l'a longtemps pensé devant les juridictions pénales en considérant que quand c'était l'État qui fait valoir un préjudice moral, et je rappelle que la Cour de cassation en 2016 a reconnu ce préjudice moral dont serait titulaire l'État à raison de la destruction ou plutôt de la perte d'un patrimoine archéologique, se pose la question effectivement de savoir si l'État est bien le représentant d'un intérêt commun en la matière et finalement s'il ne voudrait pas mieux substituer à cette question du préjudice moral la question d'un préjudice archéologique pur, pour reprendre effectivement la formulation que l'on a dans le droit de l'environnement pour le préjudice écologique. Je vous remercie.
Vous imaginez ma frustration de devoir être le gardien du temps. C'est pas un rôle très simple ni très agréable. Merci infiniment, Vincent. Merci beaucoup. Tu as utilisé le terme d'angle mort qui est très intéressant et qu'il faut toujours qu'on garde à l'esprit, me semble-t-il, dans tous nos travaux individuels ou communs, bien évidemment. Juste avant de donner la parole à Catherine Gosselin, que je suis très heureux d'accueillir aussi, un mot. On entend bien aussi, me semble-t-il, quand tu évoques les risques d'une dimension statocentrique d'un certain point de vue. Enfin, quand on s'intéresse à la question du commun, on ne peut pas, si on travaille sur les échelles de communalité d'un certain point de vue, faire abstraction du fait que Jean Bodin écrit sur la souveraineté de l'État vers 1576. Descartes va proposer son cogito plutôt vers 1637, ou en tout cas au début du XVIIe siècle. Mais d'un certain point de vue, on peut se demander si, bien sûr, il y a dans cet entre-deux-là tout un tas de problèmes, mais le dépassement de l'individu pour trouver du commun et le dépassement de l'État pour élaborer les communs, je pense que c'est... Voilà, on a déjà deux perspectives ici qui, évidemment, montrent, par effet d'analogie, toutes les difficultés auxquelles on s'expose. Alors, je suis très heureux de donner la parole à Catherine Gosselin. Et on évoquait tout à l'heure les relations entre la théorie et la pratique, mais il se trouve que Catherine Gosselin est vice-présidente du tribunal administratif de Versailles. Elle a fait sa mobilité comme rapporteur à la Cour des comptes, donc vraiment une magistrate, mais qui a aussi, évidemment, entre autres titres de noblesse, si je puis dire, sa thèse de doctorat qui porte sur le régime juridique de l'archéologie française, qui a été faite sous la direction du bien connu des universitaires Roland Drago. Et peut-être qu'il n'y a pas de hasard dans le fait que je vais vous céder la parole pour traiter d'un thème qui est une question d'ailleurs, celle du droit de l'archéologie au service des biens communs, point d'interrogation. Je suis très heureux de vous donner la parole. Il n'y a pas du tout de hasard, en effet. Alors, le droit de l'archéologie au service des biens communs, alors l'archéologie déjà, où qu'elle se trouve, c'est-à-dire certes l'archéologie terrestre, mais n'oublions pas que nous avons une très très grande façade maritime et que jusqu'à la fin du 19e, 90% des échanges se passaient par voie maritime. Donc, comme disait un célèbre archéologue du début du XXe siècle, la mer est le plus grand musée du monde, avec des règles juridiques qui sont tout à fait spécifiques. Alors, l'intérêt de cet intitulé, commence déjà par le premier terme, le droit de l'archéologie. Il n'y a pas proprement parlé de droit de l'archéologie, en raison même de l'interdisciplinarité de la science archéologique. On fait appel aussi bien, on l'a dit ce matin, au droit public, au droit pénal, comme l'a évoqué Vincent, au droit de l'exportation, au droit administratif et notamment la police administrative, avec toutes ces déclinaisons, urbanisme, etc., dans la mesure où, en plus, le droit de l'urbanisme est essentiellement un droit d'élévation, alors que nous travaillons en sous-sol, et puis des législations un petit peu plus particulières, telles que les monuments historiques, sans oublier le droit fiscal, qui a via la législation sur les monuments historiques, des dispositions tout à fait intéressantes et tout à fait particulières qui peuvent s'adresser donc au patrimoine archéologique, aux biens communs. Donc, emprunt nécessaire en raison de la nature même de l'archéologie. Et on va s'apercevoir qu'il y a une longue évolution qui est assez homogène dans la protection des biens communs, la protection, mais aussi la connaissance, mais aussi la diffusion. On reprend un tout petit peu les fondamentaux qui figurent dans l'arrêté d'organisation de la direction des patrimoines, s'agissant de la sous-direction de l'archéologie, et cela depuis 200 ans quasiment. Le premier événement que l'on pourrait relater, s'agissant donc de cette lignée du droit de l'archéologie au service des biens communs, c'est durant la Révolution, où on peut éventuellement évoquer soit la création du musée du Louvre, soit l'ouverture au public du musée du Louvre, qui avait aussi des biens archéologiques, ce n'est pas simplement des tableaux, mais également la création des monuments français. Donc on est dans les années 1793-1795 pour
il est rappelé, c'est une expression qui est restée quand même pas mal de décennies, pour la délectation du public. Bon, ce qu'on retrouve dans le L410-1 du Code du patrimoine pour le plaisir du peuple. Alors c'est un petit peu moins élégant, mais bon. Cela étant, il n'y avait absolument pas d'emprise de l'État, simplement on mettait à disposition du public la délectation de ce patrimoine. Comme on l'a rappelé rapidement tout à l'heure, l'emprise du droit privé était au maximum. Si on regarde par exemple 1804, le Code civil, on s'aperçoit qu'il y a 2 articles qui sont intéressants dans le droit de l'archéologie, qui est l'article 552, donc qui prescrit que la propriété du sol est également celle du sous-sol, et l'article 716 qui traite du trésor, la notion de trésor, sans préciser d'ailleurs que c'est culturel ou archéologique. Mais il y a quelques années, un collègue judiciaire avait fait un travail remarquable sur la jurisprudence de l'article 716, et on s'apercevait qu'en fait, l'article 716 était uniquement utilisé pour les trésors archéologiques. Mais que disait cet article? Eh bien, c'était le partage de la propriété entre l'inventeur et le propriétaire du terrain. Donc, maximum de droits privés, qui reprend d'ailleurs la notion de recherche au cours du XIXe siècle, qui était essentiellement effectuée par ce qu'on appelait les sociétés des antiquaires. Et pour regarder un tout petit peu l'emprise amorcée de l'État, si nous considérons la vie de l'une des plus grandes sociétés des antiquaires, qui est la Société des antiquaires de Normandie, mais on s'aperçoit que pendant de très longues années, le président n'a été autre que Guizot. Et quand ce n'était pas Guizot, c'était le préfet de l'Eure. Donc on voit que quand même, sous l'aimant du bien commun, de la notion de bien commun, l'État est vraiment très désireux d'aller se mettre en tant que protecteur. Et côté fouilles archéologiques, donc recherche, on peut aussi citer les premières grandes fouilles archéologiques, qui sont notamment à Alésia, ou encore sur Lyon, la recherche du lieu où Sainte Blandine a été martyrisée. Et cela, en quel nom? Au nom de l'élaboration du roman national. Et je reviens, enfin, ça rejoint un tout petit peu ce que l'on disait. En fait, c'était le bien commun, mais bien commun national. C'est pour ça, par exemple, que quelques décennies plus tard, le premier texte qui a été proposé à la Chambre des députés pour réglementer un tout petit peu les fouilles archéologiques, eh bien, il a été pris en 1910 après un événement extrêmement traumatique qui était le fait qu'un docteur, enfin qu'un médecin archéologue, le docteur Hauser, qui était suisse de Zurich, avait fouillé, pas encore, mais surtout exporté des biens culturels, enfin des biens de préhistoire, en plus à Berlin, en 1910, alors que l'Allemagne avait l'Alsace et la Lorraine. Donc là aussi, ça touche vraiment la mémoire commune. Donc c'est le bien commun, mais parce que c'est la mémoire commune qui peut éventuellement donc agrémenter la politique du pouvoir à ce moment-là. Je parle de Napoléon III, bien sûr. Et pourtant, fin 19e, on s'aperçoit que les outils juridiques qui sont préexistants commencent à être utilisés dans une perspective d'archéologie. J'évoque là la déclaration d'utilité publique et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a notamment un certain nombre de grottes ornées, qui ont été achetées par ce biais-là. Donc, comme je vous le disais au début, des instruments qui existent dans d'autres droits, mais qu'on consacre donc à l'archéologie. Après vient, alors pour ceux qui sont plus juristes qu'archéologues, il y a le monument, entre guillemets, du droit de l'archéologie, qui est la loi de 1941. On s'empresse de dire qu'elle a été ratifiée et bénie en 1945. C'était véritablement le premier texte qui parle d'archéologie au sens très large. C'est-à-dire, vous avez aussi bien la déclaration, en cas de découverte fortuite, mais aussi la
police administrative spéciale de l'autorisation de fouiller. Alors là, c'est quand même un grand pas, c'est-à-dire que l'État se reconnaît compétent pour délivrer une autorisation qui avant n'existait pas. Et ce qui est le plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le titre 2, c'est-à-dire c'est les fouilles qui sont exécutées par l'État. Donc sur financement État, avec du personnel État. Pourquoi ? Parce que ces fouilles répondent à une utilité publique. Et c'est là que sont rattachés la DUP et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc il y a véritablement une dissociation entre l'intérêt général de réglementer une activité et puis le service public quasiment de la recherche archéologique en raison de l'intérêt qui fait que ce sont des biens communs du patrimoine marchand. Cette loi a quand même été très longue d'application, puisqu'elle a duré 60 ans, mais je vous en reparlerai après. L'étape supplémentaire, toujours dans la même veine, de protéger encore mieux, c'est, à l'époque on appelait ça l'année du patrimoine, en 1980, c'est la loi qui permet, donc de 80, qui permet d'insérer l'archéologie dans le code pénal. C'est l'article 257.1, donc c'est contre la destruction. Pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que pour compléter, en fait, avant d'être magistrat, j'étais notamment la juriste de l'archéologie au ministère de la Culture, donc c'est pour ça que... parce que lorsque nous allions plaider au sujet d'une destruction, franchement, nos collègues judiciaires ne connaissaient pas. En revanche, ils connaissaient très bien le code pénal. Or, entrer par la petite porte, certes, mais entrer quand même dans le corpus du code pénal nous permettait à l'archéologie d'avoir une protection beaucoup plus efficace en termes de peine pour justement la préservation toujours des biens communs. Alors, parallèlement, je répète ce qu'il y avait donc au préalable. Ce qui concerne l'archéologie sous-marine a évidemment d'autres textes, mais d'autres textes beaucoup plus pratiques, j'allais dire, parce que nous sommes dans le domaine public maritime. Donc là, il y a la domanialité qui s'applique, et ce qui fait que le ministère de la Culture avait beaucoup plus de facilité à poursuivre, parce que nous étions, certes, responsables de l'autorisation qui n'avait pas été donnée, puisque c'était des fouilles clandestines, mais également propriétaires. C'est une loi de 1961 avec un décret d'application, mais qui fait, là encore, qui illustre le fait que l'archéologie est vraiment... c'est un petit titre que l'on trouve un petit peu au bas de la loi. Peu importe, ça nous a permis quand même de faire des très belles protections vis-à-vis donc du patrimoine sous-marin. Alors, je ne m'étends pas sur le patrimoine subaquatique, c'est-à-dire les lacs et rivières, c'est encore autre chose. C'est une ordonnance de Colbert de 1669 qui s'applique, mais c'est aussi la domanialité publique pour faire rapide. Et puis, également, et là, le bien culturel a une autre appellation. Il devient trésor national dans la loi de 92, mais qu'on retrouve au L111 du Code du patrimoine, l'exportation des biens culturels. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que, contrairement à un certain nombre d'autres biens culturels qui ne sont pas archéologiques, l'archéologie est reconnue comme étant digne d'intérêt, donc pouvant être considéré comme un trésor national, même si sa valeur marchande est de 0. C'est quelque chose qu'on a réussi à introduire. L'intérêt scientifique ne peut pas rentrer dans une dialectique du prix, du commerce. Par conséquent, donc c'est le décret d'application, le R111-1, je crois, qui énumère, il y a tout un tableau pour les peintures de tel siècle et tel siècle, etc., et tout ce qui est objet archéologique. Donc on est totalement
hors de la législation sur le monument historique. Ça peut très bien être un bien qui n'est pas classé parmi les monuments historiques ou porté sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Simplement, le fait qu'il ait un intérêt archéologique, il peut être considéré comme trésor national et, évidemment, l'une des conséquences, c'est qu'il ne sort pas de France. Il n'a pas ce qu'on appelle le certificat. Et ça, ça a été quand même très, très important. Dernière évolution, c'est la loi de 2001 qui crée 2 articles du Code du patrimoine et qui, grosso modo, nationalise le sous-sol, aussi bien mobilier que immobilier, à partir du moment où le bien présente un intérêt archéologique. Alors, donc nous avons cette évolution qui est assez linéaire, qui va du tout privé au tout public. Maintenant, quelles sont les difficultés que nous rencontrons pour vraiment assurer la protection du bien archéologique ? Oui, tout à fait. Le premier écueil, c'est éventuellement les conflits d'intérêts au point de vue État. Je vous en donne qu'un exemple qui est l'exécution de fouilles archéologiques entre Israël et l'autorité palestinienne. Encore récemment, au mois de mai, il y a eu tout un problème. Et pourquoi ? Parce que l'archéologie, comme je le disais tout à l'heure, ça participe du roman national. Or, quand la nation est contestée, automatiquement, l'archéologie est contestée. Et le choix d'un site archéologique devient un choix politique. La deuxième le gros écueil, c'est la rupture de l'équilibre entre propriété privée et propriété publique. À arriver à un tout public fait que ce qui concerne la propriété privée est vraiment mis à mal. C'est notamment la position du Conseil d'État dans l'arrêt Mathé-Dumaine, Monsieur Mathé-Dumaine, pour ceux qui s'intéressent, c'est 346-952 aux conclusions de Laurent Léon et en B, qui c'était quelqu'un qui avait eu, dont le terrain recelait en fait une grotte archéologique et qui, en application du L541-1, s'est trouvé ne plus être propriétaire de ce bien. Qu'a dit le Conseil d'État ? Le Conseil d'État, sur le fondement du protocole numéro 1 additionnel à la CEDH, a estimé qu'il n'y avait pas justement d'équilibre, en dépit du fait qu'il y ait en fait 2 intérêts publics. L'intérêt de la propriété, enfin, intérêts reconnus, l'intérêt de la propriété et l'intérêt de la protection du bien archéologique. Pourquoi ? Parce que le texte ne prévoyait qu'une indemnité. Et le terme indemnité, et probablement sa réalité, a été interprété comme un déséquilibre entre ces 2 droits. Et notamment, d'ailleurs, on peut se référer à ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une indemnité juste et préalable. Et là, le Conseil d'État a estimé que ce n'était pas juste. Parce que déséquilibré. Et pourquoi, là je reviens à la loi de 1941, pourquoi cette loi a été d'application si longue, c'est-à-dire 60 ans pour une loi, c'est quand même assez remarquable, parce que justement elle est équilibrée. Outre le fait que de passer de privé à public, le juge administratif est devenu compétent alors qu'il ne l'était pas du tout avant, ce déséquilibre a fait que même vis-à-vis de la CEDH, on ne sait pas du tout ce que donnerait l'application pure et dure, si je peux dire, de ces 2 nouvelles dispositions du Code du patrimoine. L'avenir nous le dira. Est-ce que j'ai... C'est bien, très bien. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, et je suis une fois encore désolé de vous avoir un peu pressé.
Vous parliez de délectation, on se serait délecté longtemps encore de vos propos. En tout cas, vos propos en matière d'archéologie permettent de faire remonter à la surface des tensions, même des instrumentalisations. Vous avez dit des choses très intéressantes sur la question de l'instrumentalisation au service d'un roman national, d'un certain point de vue. J'imagine que votre thèse abrite tout un tas de réflexions et de sources autour de ces questions-là. Merci infiniment. Et vous avez évoqué aussi à plusieurs reprises la question de l'archéologie sous-marine, subaquatique. Et je me tourne, c'est un effet tournant mais assez naturel ici, qui me conduit à remercier beaucoup Frédéric d'être parmi nous. Alors, vraiment, on parlait tout à l'heure des relations entre la pensée et l'action, mais véritablement, je crois que Frédéric est une assez belle incarnation, si je puis dire, en tant qu'il est archéologue, évidemment, spécialisé en préhistoire récente, tout particulièrement entre terre et mer, alors pas sous l'angle vu l'heure gastronomique. Le terre-mer est connu des gastronomes, mais plutôt sous un angle vraiment dont il va nous parler dans un instant, et sur des contextes autrefois terrestres, aujourd'hui submergés. Conservateur en chef du patrimoine, il est chargé de la recherche et directeur adjoint du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la Culture, référent pour les enjeux du patrimoine culturel maritime ultramarin. Je ne dis que ça en ajoutant toutefois le fait que j'ai eu le plaisir d'être pris par la main avec d'autres personnes hier dans le cadre d'une visite qui restera dans les trop rares mémoires à ce moment présent, la magnifique exposition sur les trésors coupables. Et vraiment, moi j'étais ébloui par la manière dont Frédéric nous a embarqués, si je puis dire. Je me sentais proche du capitaine Haddock dans Le secret de la licorne. Le sparadrap en moins pour un autre épisode. Merci infiniment Frédéric de nous, dans un temps d'ailleurs encore plus compacté qu'à l'accoutumée, de bien vouloir nous rendre compte de ton immersion, non pas seulement les mains plongées, mais le corps tout entier plongé dans ton domaine de prédilection. Merci infiniment Laurent, merci de me permettre, pour le ministère de la Culture et pour le service que j'incarne, que je représente. Et puis, je vais essayer de jouer sur la transversalité, puisque ce ne sera pas un propos de juriste, effectivement, étant plutôt scientifique et archéologue, mais en revanche, étant chargé d'appliquer un certain nombre des textes, et je vous montrerai un certain nombre d'exemples, et je serai plutôt là comme témoin, mais aussi usager de la législation en matière de biens culturels en zone maritime. Et effectivement, je vais également exclure la partie des eaux intérieures. Alors, je vais profiter en fait de faire un mouvement tournant à mon tour pour rappeler juste un point de géographie qui a déjà été évoqué par Catherine, évoquer ce que sont les biens culturels maritimes tels qu'ils sont définis aujourd'hui dans le Code du patrimoine, des constats sur le terrain avec des démonstrations sur l'implication aussi que ces biens peuvent avoir et ce que les actions humaines peuvent contraindre quant à leur conservation aujourd'hui et potentiellement demain. Et puis la question de la conservation, de la mise en valeur, de la protection. Et je vais essayer d'aborder ça de manière plutôt assez dynamique, parce que j'ai bien compris que heureusement que j'avais quelques images, sinon peut-être que vous auriez déjà quitté la salle parce que vous commencez à avoir faim. Alors, le domaine maritime français est absolument gigantissime. Et dans ce cadre-là, on va avoir des espaces qui ont des statuts différents, néanmoins, sur lesquels le Code du patrimoine ne va pas s'appliquer exactement de la même manière, et puis des zones avec des profondeurs différentes, et des questions problématiques de type de vestiges conservés qui ne vont pas être les mêmes non plus. Et à cela s'ajoute le fait que la variation du niveau marin, le changement climatique n'est pas une nouveauté, en fait. Et certaines des zones maritimes aujourd'hui, et notamment jusqu'à 130-135 mètres, correspondent à des bas niveaux marins où les territoires ont été anthropisés. Donc on retrouve des vestiges. La grotte Cosquer en est un magnifique exemple, mais il y en a d'autres, alors pas forcément ornés, qui représentent justement l'intérêt de ces biens qui se retrouvent aujourd'hui sous l'eau, mais qui n'ont rien à voir avec l'archéologie navale ou l'archéologie maritime que l'on peut avoir à l'esprit. Quelle est la définition en fait de ces biens culturels maritimes qui apparaissent? Le terme, la notion apparaît en 1989. Jusque-là, ça n'était pas le cas. Je ne vais pas vous l'avez sous les yeux là, hein, mais moi j'en retiens en fait 4 aspects bien particuliers. Il peut s'agir de sites homogènes, d'épaves ou d'objets isolés.
Il n'y a pas de limite chronologique historique, si ce n'est le terme historique qui soit mentionné, en tout cas pour la période la plus récente. Et puis un caractère patrimonial et un caractère géographique qui nous permettent de savoir dans quelle zone on peut jouer. Les biens culturels maritimes, on leur a adossé aussi un certain nombre de points bien précis, puisque si le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé, ils appartiennent à l'État. On est dans le domaine public maritime, indivisible. Un bien culturel maritime découvert doit être laissé en place. L'inventaire va disposer d'un temps restreint pour pouvoir en faire la déclaration à l'autorité administrative. En cas d'enlèvement fortuit, là encore, on a un encadrement avec la nécessité de révéler la découverte, le type de découverte, et ainsi de suite. Et toute personne qui a découvert ou déclaré un bien culturel maritime, caractérisé comme nous venons de le voir, et dont la propriété est attribuée à l'État, peut bénéficier d'une récompense. Et à ce titre-là, c'est avec avec 3 critères qu'aujourd'hui les éventuelles récompenses sont attribuées, non pas sur la valeur vénale, mais bien sur un intérêt scientifique régional, national ou international. Mais la découverte d'un bien culturel maritime ne vaut en aucun cas un droit de propriété. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre cette législation, en fait, André Malraux, le premier des ministres de la Culture, a été visionnaire. Il a décidé, et chose étonnante, demain, ce sera le 58e anniversaire de la publication, de la création du DRASM, qui a été basé dès le départ à Marseille, qui est aujourd'hui un service à compétence nationale, et qui, à partir de Marseille, de l'Estac, eh bien, développe une stratégie nationale pour l'administration centrale à laquelle nous sommes rattachés, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Alors voilà nous venons. Depuis 2022, on a aussi un renforcement dans le cadre de l'action de l'État en mer, et le ministère de la Culture, pour vous dire quelle est l'importance que revêt l'espace maritime dans ce développement de politique sur les espaces maritimes, eh bien, s'est doté dans les 10 dernières années de 3 navires pour pouvoir couvrir un certain nombre de ces espaces. Et le titre de ma présentation comportait un aspect immergé, mais en fait, la définition même du domaine public maritime comprend également des zones qui aujourd'hui sont exondées, ou qui sont exondées, en particulier outre-mer, où on va avoir la zone des 50 pas géométriques. Donc, la notion de bien culturel maritime va être encore élargie. Et puis, on a une transversalité aussi avec le milieu naturel. Je vous l'évoquais tout à l'heure, la variation du niveau marin, elle implique que de toute manière, on puisse avoir des zones qui autrefois étaient découvertes et qui aujourd'hui sont recouvertes. Une diversité des biens culturels maritimes. On peut avoir des grottes, je vous l'évoquais, mais des habitats palustres. Une des spécificités aussi, c'est la conservation de matériaux périssables, ce que l'on ne retrouve que très rarement sur des sites terrestres. C'est-à-dire qu'en milieu anaérobie, plus de lumière, plus d'oxygène, des bois, des cuirs, des matériaux périssables au sens large, y compris des pollens, vont pouvoir être conservés des milliers d'années si nécessaire. Mais la pression, elle va être de tous ordres. On va pouvoir rencontrer, à l'occasion d'un déplacement, des campagnes publicitaires d'un grand groupe bancaire sino-britannique, des encouragements involontaires indéniablement, mais néanmoins, en rappelant que l'or enfoui au fond des océans permettrait de distribuer 100 000 € à chacun des êtres musulmans. Sur du 4/6 dans un certain nombre des aéroports internationaux notamment, ça peut être une incitation à se dire, bah, après tout, si c'est affiché de cette manière-là, pourquoi n'irions-nous pas nous aussi? Et nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériel spécialisé, c'est-à-dire l'utilisation principalement d'un détecteur de métaux, mais ça pourrait être de métal, ça pourrait être aussi l'utilisation d'un sonar ou autre, sans en avoir obtenu préalablement une autorisation. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est bien sur la nature de la recherche et non pas sur la détection de vestiges ou bien d'éléments qui correspondraient à des macrodéchets. Mais on a aussi des questions d'imprudence, des équipes constituées qui ont obtenu des autorisations et autres, qui, lancées dans une sorte de frénésie de communication par rapport à la découverte qu'ils pensent avoir faite et qui était effectivement exceptionnelle, qui communiquent trop et qui précisent qu'effectivement, dans 19 mètres d'eau, se trouve un gisement antique quasiment intact au large de Cannes. Et dans ce cadre-là, eh bien, arrive 2 ans plus tard une pandémie, et
on ne peut pas dire que véritablement il ait été possible de mettre un gendarme derrière chaque site archéologique. Le mal était fait d'une certaine manière, involontairement, mais la petite gangrène s'est mise en route. Et de la recherche d'un ou deux objets, un groupe en réunion s'est constitué et a commencé à vider le gisement. Et il a fallu intervenir et lancer finalement une fouille, mais déjà une centaine d'objets conséquents avaient été retirés, et une partie du contexte, le contexte qui est essentiel dans la recherche archéologique, mais aussi dans la préservation de ce bien sur le long terme, a été affecté. Alors on retrouve aussi, à la demande parfois de magistrats, eh bien, des documents que l'on va nous demander de caractériser, pour savoir s'il y a un lien avec les biens culturels maritimes et éventuellement ce qui aurait été saisi ou ce qui mériterait de l'être. Et on va avoir de la provocation, là aussi, lorsque l'on retrouve eh bien, des collections considérables, ou alors des documents qui correspondent aux interventions mêmes de déprédation sur des sites archéologiques. Là, un objet antique qui a près de 2000 ans, on le retourne après l'avoir vidé, donc arraché de son contexte, et puis ensuite on met de l'air dedans. S'il y a des micro-fissures, l'objet explosera. Et s'il rencontre en surface un décalage par rapport à des questions de température, une coque ou autre, là aussi, l'objet sera réduit à quasiment néant. Des outils professionnels peuvent servir aussi à ces mises en contexte d'opérations illicites. Ce qui amène là encore à se dire qu'il y a une nécessaire recherche par l'État de la reconnaissance d'un préjudice moral, puisque l'on va avoir la constitution de collections qui peuvent avoir un intérêt en tant qu'objet, mais qui, si chaque objet a été prélevé dans un contexte qui, lui, était homogène, eh bien, on a une destruction de quantité de sites pour pouvoir remplir une petite vitrine. Dans certains cas, on a une sorte de frénésie, j'évoquais le terme tout à l'heure, pour pouvoir ramasser tout ce qui se passe. À chaque fois qu'on se met à l'eau, on doit avoir une clé à molette et on démonte. L'essentiel, c'est de capitaliser. Mais une fois, ce sont des biens culturels maritimes, la fois d'après, ce sont des ressources naturelles, de la pêche, et ce sont des réseaux qui se constituent petit à petit avec des filières qui parfois sont constituées avec des commanditaires, et s'il y a du poisson ou s'il y a du bien culturel maritime de qualité, ce qui est fendu, ce qui n'est pas acceptable en tant qu'objet revendable, on évitera de le prendre. Et puis, je vous l'évoquais tout à l'heure, la fascination sur la conservation des matériaux en matériaux périssables. Là, sous nos yeux, nous avons des objets composites, du bois, du métal. À partir du moment où ils sont sortis d'un contexte depuis 250 ans, ils avaient été scellés dans des gangs à l'abri de la lumière et de l'oxygène. Et bien là, heure après heure, ces objets sont en train de se détruire. Pour vous donner d'autres exemples, un bois qui est resté plus de 24 heures en dehors de l'eau, il va se transformer, plus de cellulose à l'intérieur véritablement de sa structure, et il va se transformer comme un pop-corn. Le processus est irréversible. Donc ces collections qui sont démontées, eh bien, elles vont subir les affres de la destruction inéluctables. Des canons, on se dit que la fonte de fer est résistante, on les sort de l'eau ou on les trempe un petit peu dans de l'eau douce, et puis ça va pouvoir permettre de conserver l'objet. Il n'en est rien. La gangrène est là également, parce que dans des micro-fissures, des chlorures de sel vont être là, et comme le gel, eh bien, dans la roche, les matériaux vont continuer à exploser pendant des semaines, des mois, des années. Alors il y a la nécessaire intervention concertée, transversale, pour pouvoir essayer d'intervenir, pour caractériser sur place et essayer de récupérer un certain nombre de documents, pas uniquement des pièces archéologiques, mais parfois ce qui constitue aussi une partie du délit. Des bibliothèques, des documents qui ont été récupérés, annotés, des cartes marines, où on a de véritables cartes archéologiques qui ont été constituées. Des objets qui ont été coupés après avoir été récupérés pour faire des assemblages et créer des monstres. Dans la typologie, ces objets n'existent pas. Puis ensuite, avec des concrétions en béton, par exemple, et un petit peu de sel pour que ce soit un leurre total. Un des aspects fondamentaux, à nos yeux, c'est véritablement l'extension de la compétence des JULIS aux infractions d'atteinte aux biens culturels maritimes en 2017. Parce que là, un certain nombre d'acteurs et de services qui pouvaient intervenir se sont dit ça fait partie dorénavant de nos objectifs. Donc, quand bien même c'est comptable, on a vu un certain nombre d'acteurs qui se sont tournés vers nous en disant on a besoin de faire du chiffre, nous aussi. Et on a besoin de regarder dans certains réseaux, parce qu'on mettait ça plutôt de côté, on préférait travailler sur des trafics annexes, et ceux-là, on ne les prenait pas en compte.
Et on a vu se monter un certain nombre de dossiers complexes avec le soutien des magistrats pour pouvoir éviter que des sites comme celui que vous avez sous les yeux, qui n'est pas un site qui a été percuté par du pillage au moins dans les 10 premières années, est un site complètement homogène. C'est-à-dire ça ressemble à ça, un site archéologique de l'Antiquité, quand on le trouve et qu'il est vierge. En revanche, quand on commence à l'ouvrir et à le fouiller, 5 niveaux d'amphores, des bois, des objets usagés par les marins, par une petite communauté. Ce qui est extraordinaire dans un naufrage, c'est que nous avons un instant cristallisé qui correspond à une petite communauté humaine à une période donnée. Et puis, la circulation aussi de documents qui permettent là aussi de caractériser les infractions, d'avoir un recours immédiat au texte de référence, de la sensibilisation également auprès d'un certain nombre d'unités pour pouvoir là aussi être réactif, y compris aujourd'hui sur WhatsApp. Il nous arrive d'être contactés et de pouvoir répondre aussi sur la nécessité de saisir tout de suite ou d'enclencher quelque chose ou de mettre une procédure avec un angle particulier. À l'international, le cas peut se passer également. Et puis il y a la question du droit du pavillon aussi qui peut s'appliquer sur des biens français se trouvant dans des eaux étrangères. Un outil essentiel, mais je ne rentrerai pas dans les détails, c'est la constitution de la carte archéologique. Et dans l'espace maritime, elle est essentielle parce qu'on ne voit pas les sites. Ils sont dissimulés sous une sorte de miroir gigantesque. Mais en revanche, aujourd'hui, on a près de 8500 sites qui sont répertoriés dans les eaux françaises, mais également lorsque le droit du pavillon est reconnu par d'autres États, à la demande du ministère des Affaires étrangères et européennes, sur des dossiers que nous instruisons préalablement, eh bien, permettent là aussi de pouvoir avoir une vision assez fine. Et voilà, quand on rentre un peu dans le détail, la base de données couplée à un système d'information géographique qui permet de rentrer dans le plus de détails possible, avec la possibilité de nourrir, d'avoir de la documentation totalement annexe. Mais la nécessité aussi de mener des campagnes de détection, de caractérisation du risque patrimonial pour ne pas perdre la connaissance scientifique et historique par la production, l'enregistrement et la conservation d'une documentation scientifique de l'archéologie qui fait référence et qui est maîtrisée totalement par l'État. Alors des menaces sur le patrimoine culturel, en voici, et je reprendrai presque la question de la tragédie. La voilà la tragédie dans un certain nombre de cas, et je vais vous l'illustrer très rapidement. Il peut y avoir l'érosion littorale, avec des niveaux et le recul du trait de côte considérable, des aménagements littoraux, et l'absence, pour des gains de temps ou d'une autre nature, avec la destruction de sites archéologiques, et là encore, ce sont des pertes irrémédiables. La vente sur Internet, avec la possibilité de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, ou alors, à l'occasion d'un anniversaire du débarquement de Normandie, la possibilité de proposer un moteur de Spitfire sur sa remorque avec un numéro de téléphone. Pourquoi ne pas essayer, hein ? Des questions de trésor monétaire, Catherine l'évoquait tout à l'heure, des dossiers qui ont parfois défrayé la chronique et qui continueront à le faire peut-être, et surtout la nécessité là d'être extrêmement attentif et de ne jamais renoncer. Je me souviens de Michel Lourd qui m'avait dit, jeune agent, surtout ne renonce jamais. Il avait raison et je continue à appliquer cette doctrine. Des questions liées aussi à ce que l'on pensait peut-être dans un premier temps être d'origine naturelle ou autre. Que font des dents de mammouth dans la préoccupation d'un archéologue? Si ce n'est qu'un mammouth, il pouvait être contemporain d'hommes du Mésolithique, notamment. Et dans ce cas-là, on peut avoir des contextes qui sont associés et la présence réellement de l'homme. Mais si une pêche n'est pas bonne, pourquoi, dans des endroits qui ont été repérés avec de la paléofaune, ne pas passer un chalut? Et ensuite, d'utiliser une filière pour pouvoir alimenter un petit commerce qui n'est pas forcément négligeable. Alors l'État s'est doté d'un certain nombre d'outils pour pouvoir nourrir des bases de données, pour être utile, efficace, pour savoir où se trouve la documentation, avoir une gestion, une stratégie, une vision, en se disant il faut que l'on soit le plus proche possible des territoires où ces découvertes sont faites, et aussi remettre dans le circuit la possibilité à la population, à la communauté nationale notamment, de pouvoir accéder à cette documentation, qu'il s'agisse de scientifiques ou qu'il s'agisse de citoyens. La possibilité aussi de communiquer, de sensibiliser, je l'évoquais, mais à travers des expositions, pour pouvoir là aussi tenter de toucher l'ensemble de la communauté nationale. Une exposition qui s'est terminée au musée d'Agde, au musée d'Arles, il y a quelques mois, et qui traitait là aussi d'un sujet de sensibilisation et de l'impact que les différentes agressions peuvent avoir sur ce patrimoine commun. Alors protéger ce patrimoine, c'est aussi le montrer
l'exposer, mais essentiellement l'expliquer et avoir une adhésion par rapport à cette explication. Je finirai par cette image en vous disant que la sauvegarde par l'étude scientifique pour un patrimoine non renouvelable comporte notamment quelques petites contraintes. Un espace maritime qui ne dispose d'aucun vrai système de sécurité, mais qui fait 11 millions de kilomètres carrés. Chacun peut le visiter jour et nuit sans être nécessairement contrôlé. Personne ne dispose d'un inventaire détaillé des collections sur place. Et nous sommes bien placés pour le savoir, même si chaque jour on enregistre de nouvelles découvertes. Et pour partie, les vestiges doivent encore être localisés. Je vous remercie. Ne jamais renoncer. Aller jusqu'au bout de ses propos, même par temps contraint. Merci infiniment, Frédéric. Je suis désolé parce qu'on sent toute une sorte de frustration quand même, tant la passion te porte. Donc merci beaucoup, et j'ai entendu des choses qui me rappelaient ce qu'on a pu se dire hier, ce que tu m'as raconté hier. Merci infiniment. Je ne sais pas, Madame la Présidente, Valérie, Florence, voilà, si vous en convenez, comme le panel était riche par ses interventions, si vous en convenez, et je reste le gardien du temps, on se donne peut-être une dizaine de minutes avant la pause méridienne, dizaine de minutes qui nous permettront, je l'espère, de fructueux, bien que synthétiques échanges entre la salle et les panélistes. Merci à vous. Alors, je ne sais pas qu'il y a des questions, on va laisser le micro naviguer. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Jean-Simon Laval, Cour administrative d'appel de Lyon. Je remercie Monsieur Leroy de m'avoir replongé dans une vie professionnelle antérieure où j'étais aux affaires maritimes. Et donc, du coup, par contre, j'aurais une question plus opérationnelle sur le travail qui est effectué en matière de protection, en matière de répression. Alors, en fait, quelle connexion existe-t-il entre les services de l'AEM et les juridictions spécialisées, et quel rôle la DRASM peut-y jouer, notamment pour cibler des objectifs de protection ou de répression? Ah oui, on peut saisir plusieurs questions, toutes les questions auxquelles il sera répondu juste après. Merci beaucoup, Karine Parot, professeure de droit. Justement, c'est un peu dans la continuité. On a parlé tout à l'heure, dans le premier panel, du caractère éventuellement liberticide des biens communs. Là, je me disais justement, pour protéger le patrimoine maritime, est-ce qu'il faut souhaiter que disparaisse cette caractéristique particulière, que c'est un endroit qu'on peut librement arpenter sans être nécessairement contrôlé? Donc ça rejoint un peu la question de monsieur, c'est-à-dire comment articuler la protection des biens, là pour le coup, culturels et la protection de la liberté d'aller et venir. Oui, je me laisse savoir si vous connaissez les cas du galion San José en Colombie, qui est réclamé, défendu par l'Espagne, ou pour l'Espagne, la Colombie et la Bolivie. Et si vous connaissez ces cas-là, qu'est-ce que, du point de vue du bien commun, qu'est-ce qui existe dans les droits internationaux pour essayer de régler cette situation? Peut-être, pris par le temps, a-t-on fait le tour des questions? Alors, prioritairement, mais sans exclusivité, évidemment, la parole à Frédéric, peut-être. Alors, pour essayer de cibler là, sur les réponses, la tradition de travailler avec l'action de l'État en mer, elle est ancienne, dans la mesure où c'est le préfet maritime ou le délégué du gouvernement à l'action de l'État en mer est le coordinateur de l'action des services qui œuvrent en mer. Mais aujourd'hui, on se pose vraiment la question à travers l'intégration du service, donc d'une part du ministère de la Culture et de ses moyens, parce que ça veut dire des moyens supplémentaires qui participent également à la protection de l'environnement potentiellement, et ainsi de suite, et bien de pouvoir bénéficier en retour d'une sensibilisation et d'une montée en gamme des autres administrations au bénéfice de la protection, de la surveillance et éventuellement de la caractérisation des infractions.
dans un certain nombre d'entités, eh bien, il y a des agents qui parfois sont commissionnés, mais qui ne savent pas appliquer forcément leur commissionnement dans le cadre de la protection des biens culturels maritimes. Donc en fait, on a élargi en quelques années un réseau, et la nécessité, c'est chronophage, mais de faire de la sensibilisation et d'aller au contact ou d'accueillir un certain nombre de ses collègues pour que l'on puisse avoir une réflexion commune. Et aujourd'hui, nous n'avons pas forcément développé tous les outils, mais on parle d'utiliser plus souvent encore des satellites, ce que l'on faisait déjà, et notamment pour les îles éparses du canal du Mozambique, qui sont ravitaillées par les corbeaux, hein, donc si on veut être réactif, il faut utiliser ce type d'outils. Et puis la perspective, elle est surtout de se rapprocher des options qui ne sont pas forcément évoquées sur la voie publique, mais qui permettent là aussi d'avoir une stratégie sur des cibles qui scientifiquement ont une forte valeur ajoutée, et de petit à petit, si la mécanique fonctionnait bien, eh bien d'élargir. Mais en aucun cas, la carte archéologique que je vous ai montrée, il n'est question de la diffuser trop largement. On a de mauvaises expériences où à partir du moment où on a fourni un certain nombre d'éléments, ça peut tenir un fichier d'un système d'information géographique, ça peut tenir sur une clé. Donc il suffit qu'il y ait une maladresse, mais au bout de quelques années, ça ne se passe pas tout de suite. De la même manière que l'épave du côté de Cannes qui a été ciblée par un pillage, au départ, c'était une information pour révéler une jolie découverte. Et de la même manière, on est extrêmement attentif à y aller pas à pas, parce que peut-être on s'est brûlé les ailes à certaines occasions. Mais en fait, de construire quelque chose en se disant, il faut que nous ayons une stratégie commune qui nous apporte un bien à échéance de 3-5 ans. On fait des expériences, on utilise aussi le pistage par rapport aux balises, aux AIS, pour essayer là aussi de surveiller un certain nombre de bateaux que l'on sait avoir une activité qui n'est pas forcément très claire, surtout quand ils commencent à la couper à proximité d'épaves intéressantes ou de couloirs stratégiques pour la circulation des sous-marins nucléaires par exemple. Sur la deuxième question qui est la liberté d'aller et venir, je ne suis pas sûr d'être forcément le plus pertinent pour vous répondre, parce que mais est-ce qu'il faut le souhaiter? Les espaces sont si gigantesques que ça, que moi j'aurais tendance à dire que la sensibilisation, la protection, de toute manière, le changement climatique n'est pas une nouveauté, mais en revanche, l'accélération est exponentielle. Et nous n'aurons jamais les ressources pour pouvoir répondre à l'ensemble. Et chaque jour, quasiment, nous faisons des choix drastiques, et il y a des sites archéologiques qui souffrent. Pour ceux que nous connaissons. Et ces choix sont parfois, pour un archéologue, au même titre que quand on nous demande de suivre la déstructuration par une équipe constituée d'une épave pour pouvoir effectuer à un moment un flagrant délit, eh bien, ça n'est pas la conviction que j'avais au départ que d'assister et de faire des rapports sur ce genre de choses. Et pour autant, si ça nous permet d'avancer, alors de temps en temps, il y a des sacrifices qu'il faut accepter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de bonnes solutions. Et en revanche, c'est en discutant, et ce sont des occasions comme aujourd'hui qui permettront peut-être de faire mûrir petit à petit des orientations, des évolutions des textes qui nous permettront de gagner en efficacité ou au moins en lucidité par rapport à la situation telle qu'elle est et pas simplement à celle dont on rêverait ou alors aux œillères qu'on préfère se mettre parce que parfois c'est plus confortable. Et j'ai tendance à être plutôt utopiste, et sinon je pense que je ne serais pas là et pas non plus à ce poste. Mais ça en vaut la peine. C'est extraordinaire. Ce patrimoine, il faut absolument que l'on puisse essayer de le porter pour ceux qui demain pourront encore en parler. Quand bien même il a été déstructuré, fouillé, d'une certaine manière, c'est détruire. Mais en revanche, on a la responsabilité de consigner cette information pour que, et de manière factuelle, pour que demain elle puisse être utilisée par d'autres. Au regard de nouvelles problématiques, de nouveaux outils qui permettront de magnifier les résultats qui, dans un premier temps, avaient été examinés à la lueur des outils dont on disposait en 2023. Merci beaucoup, Frédéric. Un mot sur le Galion, exactement. Avant peut-être de laisser pratiquement le mot de la fin successivement à Vincent. On est dans les eaux colombiennes, donc l'État colombien a une responsabilité clair sur son domaine maritime. En fait, il faut que la Colombie saisisse, puisqu'elle a ratifié la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique, et puisse véritablement demander assistance aux autres États.
Si elle ne souhaite pas le faire et préfère passer par le principe d'une convention, comme dans un premier temps cela a été envisagé, eh bien, c'est plus compliqué. Et là, c'est un État souverain, et intervenir dans un périmètre d'un État souverain, ça a une autre signification. Merci, oui, merci beaucoup. Et là, on entre évidemment dans d'autres problématiques. Merci infiniment, Frédéric. Tu voulais dire un tout petit mot? Non, Madame Ouessna, je vous en prie. Oui, juste deux choses. Liberté d'aller et venir sur les sites archéologiques sous-marins, en général, le préfet maritime prend des interdictions de plongée, donc vous pouvez tout à fait passer. La liberté d'aller et de venir n'est pas du tout atteinte. En revanche, vous regardez, mais vous ne pillez pas. Donc ça, je pense que c'est aisément compréhensible. S'agissant de la Colombie et de toute l'Amérique latine et également chez nous pour certaines choses, il y a toujours la rencontre avec le droit de propriété. Lorsque vous tombez, même dans les eaux territoriales, sur une épave, mais qui appartenait à l'époque à un État, je pense notamment à l'Espagne, qui continue, et là vous avez naturellement peut-être pas un conflit, mais enfin la rencontre de droits qui gouvernent la propriété avec des arbitrages qui ne sont pas toujours très juridiques, mais beaucoup plus diplomatiques en général. Merci infiniment. Très bien. Madame la Présidente, chère Valérie, chère Florence, Mesdames et Messieurs, merci infiniment pour la qualité des propos de toute la matinée. Pour le sens de l'accueil, l'organisation évidemment, et je vous donne rendez-vous, vous voyez, le gardien du temps jusqu'au bout, à 14h30 pour la 3e et avant-dernière table ronde, tout aussi riche, vous le verrez, que ce qui se sera déroulé au fil de la journée. Merci à vous.